Merci Anne, Sophie et puis Annelise de nous avoir permis de partager ce grand moment de réflexion. Chacun va être maintenant à poursuivre tout ce que vous avez ouvert comme cheminement. Et je pense que chacun va réfléchir de manière personnelle à toutes ces voies de réflexion. Juste, on n'a pas parlé de résilience, hein, ça m'a beaucoup surpris. C'est pas un mot qui est venu dans votre discours. Et quand Anne-Sophie a parlé d'empowerment, on a mieux saisi. Je pense que nos partenaires du CNAM aujourd'hui sont ravis aussi. On a mieux saisi la perspective même de ce groupe qu'on va mettre en place à travers un certain nombre de rencontres. C'était deux leçons vraiment inaugurales, j'allais dire fondatrices d'une force particulière. Vous pourrez regarder d'ailleurs sur le site de l'Espace Éthique dans quelques jours. Patrice Dubos a filmé. Vous voyez, l'émotion, je l'avais en amont et en aval. Moi qui suis assez bavard d'habitude, je reste, j'allais dire, confiné dans mon petit espace personnel, tant je suis impressionné par tout ce qui s'est dit. Je le pressentais déjà, mais je ne savais pas qu'on irait à ce niveau, en tous les cas, d'exigence, de réflexion. Mille merci. Alors, on peut se donner quelques minutes d'échange, bien que ce n'est pas des commentaires, peut-être des réactions des uns des autres. Et puis, dans la deuxième partie, on aura une table ronde qui sera aussi dans la perspective, qui ne sera pas ronde, effectivement, qui sera rectangulaire, non rectangle, en tous les cas, qui sera table en termes de lieu de convivialité et d'échange, où on prolongera, j'imagine, les deux propos initiaux qui ont été tenus. Est-ce qu'il y a, je vous en prie. Alors, on a un autre philosophe, Philippe Barrier, que certains d'entre vous connaissent, et qui s'est beaucoup investi aussi dans l'empowerment, dans la parole de la personne patiente. Merci. Comme tout le monde, je pense, j'ai été extrêmement touché par la force de vos deux paroles. Mais je vais m'adresser surtout à Annelise parce que je la connais depuis longtemps. Et je voudrais revenir sur deux points de son intervention qui ont été prolongés par ceux d'Anne-Sophie. Je vous ai connu quand vous étiez jeune étudiante à l'ENS et je suis très heureux de ce qui arrive à votre très beau, très fort travail et très fort travail d'expérience propre aussi. Et je me souviens de la petite interview, enfin on a réalisé ensemble un film d'entretien et vous avez eu un mot pour dire parfaitement l'obstacle, et ça c'est un point central de votre expérience par rapport aux autres et à la société, l'obstacle à l'écoute de l'autre. Vous aviez dit, nous projetons toujours du soi-même sur l'autre. C'est un mécanisme terrible, qui fait que nous sommes sourds à l'autre. Et vraiment, vous nous débouchez les oreilles avec une force incroyable. Deuxième chose, sur l'empowerment, et j'y suis sensible moi aussi en tant que malade chronique, et vous êtes pour nous l'avant-garde, effectivement, parce que nous, notre handicap, il est minime par rapport à votre expérience, mais nous avons aussi cette vulnérabilité moindre, mais qui est aussi une vulnérabilité sociale. Et je dirais qu'il faut reprendre le pouvoir sur le pouvoir de la bienfaisance médicale, qui décide de ce qui est possible ou non pour vous, pour nous. Et vous nous en avez donné des exemples magnifiques et terribles. C'est-à-dire qu'on aurait pu empêcher Anne-Sophie d'accéder à la connaissance parce que le médecin trouvait bon pour elle et pour ses parents de s'arrêter là. Et vous, vous avez toujours été plus loin que ce qu'on vous proposait. Vous avez créé le chemin où il n'y en avait pas. C'est magnifique. Et c'est un bénéfice pour tous, une leçon pour tous, pour les malades chroniques et pour l'humanité en général. Et oui, donc la règle, c'est quand on est soignant, quand on est médecin, quand on est enseignant, c'est de ne jamais penser à la place de l'autre ce qui est bon pour lui. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Je vous incite à lire les ouvrages de Philippe, notamment le dernier au PUF, qui est tout à fait intéressant, et tout ce développement sur le savoir expérientiel. Alors pendant des années, on était un peu négligent en disant est-ce que la personne malade a vraiment une expérience au-delà de l'expérience immédiate de la maladie, est-ce qu'elle peut en dire quelque chose et elle peut intervenir dans les choix y compris médicaux. Et là aujourd'hui, on voit, alors c'était à travers ces interventions, mais si vous regardez le film de notre dernière université d'été sur les maladies neurodégénératives, on a aussi bien dans des maladies évolutives très évolutive, avec malheureusement des pronostics fatals, on a aussi l'émergence d'un arraisonnement de la parole, donne naissance à la vie. Je vous incite à voir ce que fait l'association Ding Dang Dong, le collectif Ding Dang Dong, confronté notamment à la Corée du Quinton. Cette créativité, tous ces mots
sont des mots qui se lient les uns et les autres et qui créent une communauté de conscience et d'engagement qui est très impressionnante et dont on a le sentiment que les professionnels commencent véritablement à le prendre au sérieux, en tous les cas, et les intégrer, j'en juge par toutes les interventions que tu fais dans beaucoup de colloques. D'autres réactions, je vous en prie. Oui. Bonjour à tous, Bachir Kéroumi. Je suis chercheur associé ici au CNAM dans un laboratoire. D'abord, je suis ravi d'écouter Anne-Lise Chabert et puis Sophie Parisot, parce que c'est exactement le discours qu'on défend depuis 30 ans. Simplement, je voulais faire l'observation suivante. La majorité, moi je suis chercheur associé, mais je suis aussi militant associatif et depuis 30 ans je croise des gens. La majorité des personnes handicapées souhaitent atteindre l'autonomie, souhaitent les objectifs que vous avez développés, sauf qu'il y a deux choses qui nous manquent, deux obstacles fondamentaux. Le premier, on a un cadre de loi qui nous enferme, qui nous emprisonne dans un modèle médical. Si je veux aller à l'école, il faut l'avis du médecin. Si je veux acheter un appareil, un ordinateur en braille, il faut l'avis du médecin. Le moindre geste, c'est le modèle médical. Or, chez nos voisins, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, dans les pays scandinaves, on est sur le modèle social, à savoir l'autonomie de la personne handicapée. La personne handicapée a le même pouvoir, etc. Alors, quand est-ce qu'on va pouvoir passer à ce modèle social, à savoir changer les lois, parce que notre emprisonnement, il est dans notre législation. Et deuxièmement, le deuxième obstacle fondamental, dans les universités en Angleterre, aux États-Unis, dans les pays scandinaves, on enseigne ce qu'on appelle les disability studies, qui sont exactement ce que vous avez dit dans tous les domaines philosophiques, historiques, artistiques, etc. Mais nous, dans nos universités, on a encore des chaires handicap-santé, c'est-à-dire c'est le modèle médical qui prime. Alors, quelle est votre réaction? Merci. Est-ce que d'autres personnes souhaitent ajouter, commenter? Bonjour, je suis Nicolas Vignier, je travaille à l'Institut de myologie à la Pitié-Salpêtrière. Et donc, notre institut s'intéresse aux maladies neuromusculaires. Et bien sûr, on cherche à trouver des solutions pour ce qu'on appelle, nous, guérir l'impossible. J'aurais aimé avoir un peu votre sentiment par rapport à cette promesse de guérison ou ces espoirs thérapeutiques dans votre quotidien et surtout dans votre vie avec le handicap. De la même manière qu'on parle d'empowerment, il y a de plus en plus une réflexion sur ces maladies dont on ne guérit pas, mais avec lesquelles on peut vivre. Et c'est ce qui nous a beaucoup frappé ces dernières années, de voir comment une personne malade, confrontée à la maladie, retrouve aussi du pouvoir en y mettant énormément de créativité, mais aussi en inversant un peu les logiques. Donc c'est assez intéressant à prendre en compte. Oui. Oui, bonjour. Donc, je suis Nawal Bakouri, donc je suis la coordinatrice de la plateforme Social Design. On a eu la chance de se rencontrer et d'intervenir notamment avec Anne-Lise lors d'une rencontre avec l'Espace Éthique. Et il y a deux choses qui me font réagir. Les deux interventions aussi précédentes, au-delà de ce qu'on a pu commencer. La question de l'espoir de guérison, peut-être je vais parler du côté des concepteurs ou des concepteurs d'objets, d'espaces, de signes qui environnent tout ça. La problématique du design social, c'est précisément ce que Anne-Lise notamment a évoqué, c'est de dire on va partir des pratiques, et je dis bien des pratiques et pas tellement même des usages. Les usages supposeraient l'utilisation des objets existants, mais des pratiques de qu'est-ce qui se fabrique, de ces bricolages et de tout ça pour essayer de repenser comment, en fait, ce qui serait utile à accompagner pour parler, nous on ne parle pas d'empowerment mais de capacitation, de dire comment on peut accompagner la capacité et effectivement ce que vous avez décrit en fait comme cette créativité qui est là, cette inventivité de la vie et comment le designer peut accompagner ça. Je reviens sur les modèles justement des lois. Je pense que
un des obstacles que rencontrent notamment les designers. Il y a 2 cadres de loi. Il y a le cadre de loi qui est dicté par, effectivement, je dirais, la santé et le modèle médical. On a eu, dans les discussions précédentes, une question qui se posait, c'est-à-dire l'objet qui va être préconisé pour accompagner un handicap est préconisé par le médecin. Donc le fabricant va fabriquer l'objet qui est préconisé, parce que c'est celui-là qui va être vendu, et les designers qui veulent concevoir autre chose ne trouvent pas le cadre pour développer des projets qui puissent être autres, parce qu'ils ne sont pas finançables, puisqu'ils ne seront pas achetés, puisqu'ils ne sont pas financés. Donc on est dans un autre, là, dans quelque chose d'assez concret. Donc nous, on essaye de travailler à faire à provoquer finalement des études ou des résidences de recherche-action qui vont permettre de développer dans le cadre de la recherche, mais d'une recherche de terrain pratique, comment ça pourrait faire. Donc tout ça, pour moi, ça fait écho en fait à tout ça. Et la question, notamment, vous parliez de la guérison, ce que peut insérer certaines pratiques de design aussi, c'est de prendre en compte effectivement le fait que on aurait la possibilité qu'il n'y a pas de guérison et que néanmoins l'objet porte des valeurs symboliques aussi, et que le design a cette aussi capacité à traiter le symbolique, en même temps qu'il traite la fonctionnalité, si on peut dire, de l'objet, et en même temps qu'il part plutôt d'une pratique de terrain, en tout cas quand il est considéré comme un design social, ce que moi j'appelle design social, d'une pratique de terrain plutôt que d'une tentative de dicter une règle de qu'est-ce qui fonctionnerait, et puis on va essayer de le faire marcher, de le lancer dans l'industrie. Donc quelque part, le modèle industriel aussi médical empêche parfois la réalité, et au niveau des lois, de la responsabilité du designer, de l'architecte, etc. C'est-à-dire les PMR, on s'arrête là parce que c'est la loi édictée, mais on n'a pas la possibilité de travailler sur le modèle social, précisément. Je vais donner la parole à Anne-Sophie, et puis probablement pour conclure, à Agnès Chabert. Mais juste pour dire à quel point Social Design nous apporte. Je vous incite vraiment aussi à regarder le site de Social Design, comment des designers, des architectes peuvent témoigner d'un soin, d'une attention à la société à travers les espaces, comment un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes peut être un espace de vie et en interrelation avec la cité. Bref, c'est toutes ces intelligences qui rejoignent tout à fait les préoccupations qui ont été évoquées et qui créent du possible d'une manière extrêmement tangible. Donc la quasi-totalité maintenant de nos réflexions, vous y êtes associés. Peut-être que tout à l'heure, Sébastien Moser, qui est sociologue à l'espace éthique, en parlera, mais notre dernière réflexion dans le cadre d'un workshop, c'était comment mobiliser la société dans le cadre des maladies neurodégénératives. Les cahiers de l'espace éthique vont en sortir un numéro spécial. Vous avez totalement été partie prenante et on voit le regard tout à fait impressionnant que vous portez sur une réalité qui, quelquefois, échappe dans sa complexité aux décideurs, qui renoncent même à trouver véritablement les bonnes voies. Alors, je vous donne Anne-Sophie, et puis ensuite Annelise. Oui, je laisserai Annelise répondre aussi. Je vais d'abord vous répondre sur le design. Je trouve que c'est très intéressant ce que vous dites sur la valeur symbolique que peut apporter aussi l'objet. Et je dirais que c'est une des façons aussi de se sortir du tout médical. Parce que c'est vrai que pendant des décennies, depuis toujours, on a essayé de nous apporter des aides techniques qui nous faisaient plutôt fuir qu'autre chose, parce qu'elles nous ramenaient toujours à une réalité médicale. Je pensais par exemple à un lit médicalisé où on a l'impression d'être à l'hôpital plutôt que dans une chambre et à son domicile. Donc c'est hyper important en fait de pouvoir aussi accéder à l'esthétique. Ça nous permet de nous sortir de cette identité à laquelle on nous réduit quand même. Du coup, je rebondis sur ce que disait Bachir. Je remercie d'être présent, que je connais bien depuis longtemps. Bachir, je partage complètement ta révolte par rapport à cette sphère du médical dans laquelle on est toujours empêtré, dans laquelle on nous enferme depuis tant d'années. Ceci dit, j'ai quand même envie de dire qu'on a progressé un peu. La loi de 2005 a été une première étape. Elle est certes pas parfaite et elle mérite aujourd'hui d'être complétée, améliorée, amendée, mais c'était quand même, pour avoir été auprès du législateur à ce moment-là, la volonté de sortir de ces grilles d'évaluation, de ces barèmes, avec des cases où on disait ne peut pas,
peut boire, ne peut pas boire, peut manger, peut ne pas manger. Et finalement, cette notion aujourd'hui de projet de vie qu'a introduit la loi de 2005 a permis d'introduire d'autres notions comme finalement l'envie de travailler, l'envie de se socialiser, d'avoir des loisirs. Il me semble on a commencé à sortir de cette référence unique. On n'en est pas encore complètement sorti parce que il me semble que l'administration aujourd'hui se réfugie encore derrière ces grilles et ces références. Alors je pense que c'est pour des raisons toujours de crainte qu'il y aurait des abus ou des choses comme ça, mais elle a du mal à se sortir de ces grilles. Il faut qu'on l'y aide. Il y avait quand même eu une inspiration dans cette loi de 2005 sur le modèle suédois, qui lui, comme tu disais, est plus sur un modèle social que sur un modèle médical. Mais je partage ton avis, il faut continuer les efforts dans ce sens. Et je vais vous répondre aussi sur la partie espoir de guérison qu'on peut quand même entendre donc, dans le cadre notamment du Téléthon, parce que je me sens aussi très concernée. C'est quand même très important qu'on ait toujours quelque part dans notre esprit cet espoir possible. Je ne peux pas dire que ça dirige ma vie. J'ai jamais orienté ma vie en fonction d'une perspective éventuelle de guérison, je l'avoue, parce que ça m'aurait peut-être un peu paralysée quelque part, dans une attente, si vous voulez. Ceci dit, je ne l'exclus pas, elle est toujours là, elle est toujours présente. Mais ce que je crois très important, dans le cadre de ce qui est fait notamment à l'Institut de myologie, dont je tiens à souligner le travail, parce que c'est vraiment là où j'ai rencontré ce fameux thérapeute idéal dont parle Anne-Lise dans son ouvrage, à savoir enfin quelqu'un qui n'est pas là pour me dire il va vous arriver ci ou il va vous arriver ça, mais qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme tuyau pour que vous ayez plus de confort, pour soulager vos douleurs, pour peut-être vous faciliter certains gestes ou certains aspects de votre vie. Et ce côté très pragmatique, moi, me plaît. Je trouve qu'en France, on manque de pragmatisme. Et pour finir, je voudrais dire que moi, je milite énormément aujourd'hui pour qu'on crée des centres de ressources. Aujourd'hui, il y en a de manière informelle dans certaines associations, j'en fais partie, mais on est complètement des bénévoles. Et il faudrait qu'on ait des centres de ressources avec des financements publics, voire privés, mais pour qu'on puisse mutualiser ensemble toutes les solutions qu'on a pu trouver individuellement, pour les partager, que ce soit sur le plan des déplacements, sur le plan des loisirs, sur le plan du travail. On fourmille chacun dans notre coin de solutions, certes bricolées, mais qui fonctionnent, qui sont efficientes, et ça serait bien que tout le monde en bénéficie. Voilà. Anne-Lise, un petit commentaire qui sera un peu la conclusion, sachant qu'il y a votre texte que tout le monde pourra lire, le livre tout à l'heure, les gens pourront même l'acheter. Oui, non, Nawal, on parlera du design après. Moi, ce qui m'a interpellé surtout, c'est la question de l'espoir thérapeutique. Comment envisager ça quand on a une maladie comme la nôtre qui est évolutive? Alors en fait, c'est une question que je me suis souvent posée et récemment j'ai une amie philosophe qui m'a dit qu'elle allait travailler sur le thème de accepter ou refuser sa maladie. Et là, ça me fait jaillir beaucoup de choses en moi. J'ai commencé par me rappeler d'une anecdote où j'avais peut-être une vingtaine d'années
Et quelqu'un, une amie proche de mon entourage, m'a dit c'est bien parce que toi, tu acceptes. Et là, j'ai senti au plus profond de moi-même que non, j'acceptais pas. Et que si j'avais pris le parti de laisser venir ce qui arrivait, c'était pas une forme d'acceptation. Comme disait Anne-Sophie, tous les jours il faut résister ça serait plus facile de baisser les bras. Donc c'est quelque chose qu'il faut remettre au goût du jour tout le temps. Par contre, là où je pense qu'il y a une forme d'acceptation, c'est que, évidemment, il y a ces nouveautés à accepter, entre guillemets. Et je lui ai répondu en disant que j'aurais simplement formulé un peu différemment sa problématique. Pour moi, c'était pas une question d'acceptation ou de refus. C'était plutôt une question d'accueil. Moi, il me semble que le vrai moment où j'ai compris ce qu'était ma maladie et où j'ai arrêté de lutter aveuglément contre elle, c'est le moment où finalement j'ai accepté de rentrer dans l'arrêt pour justement pour lutter au quotidien et pour faire avec elle au lieu de faire contre elle. Donc pour en revenir à la question de l'espoir, je pense que certes c'est évident pour toi comme pour moi, Anne-Sophie, on est tous en train d'attendre les avancées thérapeutiques. Par contre, ce qui me semble important, c'est que il faut bien réaliser que c'est maintenant qu'il faut commencer à vivre et pas quand on aura gagné. Voilà. Merci de nous avoir permis de vivre ce temps de philosophie avec deux philosophes, une juriste philosophe et une philosophe tout court. Mais c'était impressionnant. Alors, on a le texte d'Anne-Lise. Anne-Sophie a l'habitude de nous envoyer ses textes. On fera le nécessaire pour ensuite le mettre en ligne. En tous les cas, l'intervention, vous pourrez la regarder, j'imagine, la semaine prochaine déjà sur le site de l'Espace Éthique. Merci vraiment aussi de nous avoir confié tant de choses personnelles, intimes. On était comme en famille, à vous écouter, et je pense que chacun a été touché, et que c'était pour nous, puisque Isabelle Barbet au CNAM, elle est aussi à l'initiative de ces rencontres qu'on va organiser. C'était, je pense, un moment, je disais tout à l'heure fondateur, mais qui va vraiment nous animer à travers les mois qui viennent à partir de la rentrée.